ferme. Ouais, je veux le venir, papa. Voilà, je suis Monsieur Van Rijn, je suis ici sur la Floralie de Bourg-en-Bresse, une Floralie magnifique, et on vous présente notre produit justement pour faire pousser, pour faire fleurir la plante. Mais l'avantage, même faire des petites boutures, on peut le faire également. Si vous avez par exemple un caoutchouc, un Ficus benjamina qui n'est pas beau, eh bien on coupe un bout, on enlève le dernier feuillage en bas, et ça on le met dans l'eau avec un tout petit peu de produit. Et bien voilà, au bout de quelques temps, ça dure environ 3 semaines environ, vous avez des petites racines comme ici. Même si vous avez par exemple une plante qui n'est pas belle, vous avez par exemple un sansevieria. Ça peut arriver que vous avez des feuilles qui sont pourries. Eh bien, vous coupez une bout d'une plante, une feuille seulement. Vous mettez ça également dans l'eau avec un peu de produit. Eh bien, regardez bien, facilement, vous avez donc des petites racines. Alors, bonjour déjà. Alors, que je vous présente déjà de A à Z. La vanille, c'est une orchidée. Je ne sais pas si vous le saviez. Hein. Regardez, la Vanillia planifolia. Donc, de A à Z, on retransforme le produit, mais surtout la belle vanille, les gousses de vanille de Madagascar, avec le côté biscuité, cacaoté, qu'est la vanille, l'entité de la vanille de Madagascar, qui est, là je suis sur un stand qui est en bio, certifié bio, ça je tiens à le dire, et les belles gousses que vous voyez ici, c'est après une transformation qui est très importante au niveau de ces belles gousses que l'on retrouve ici. Voilà, là c'est fin de maturité et là c'est l'affinage avec le calibrage. À savoir, ça c'est très important pour moi, c'est une famille que je connais depuis plus de 20 ans et on travaille ensemble, ce n'est pas une coopérative. La vanille, elle est d'une excellence parce que c'est de la vanille premium, c'est la vanille vraiment des pâtissiers. Regardez si l'on arrive à faire ceci, c'est une petite merveille avec le petit cœur qui bat. Merci. Je voulais vous demander, c'est très difficile de
cultiver la vanille? C'est difficile, oui et non. Le souci, entre guillemets, c'est que ce sera toujours artisanal. Dans le sens où l'abeille du Mexique, qui est hyper fine, n'arrive pas, celle qu'on a dans l'océan Indien, elle est trop costoque. Et donc on est obligé de polliniser à la main. Je ne sais pas si vous le voyez ici, la pollinisation se fait à la main. Et pour avoir de l'excellence, il faut 18 mois d'affinage avant la consommation. Voilà, c'est ça. L'orchidée, c'est-à-dire la vanille, s'utilise surtout pour les mets sucrés ou aussi salés? Aussi salé, sucré bien sûr, nos fameuses crèmes, hein, aussi au niveau de la consommation, au niveau des rhums, vin de noix, vin d'orange, vin de pêche. Ici l'entité apparemment en Bourg-en-Bresse c'est le vin de pêche. Donc on utilise la vanille et après bien sûr on peut l'utiliser dans les plats salés. Hein. C'est-à-dire moi je suis aussi en explication à savoir que dans la fleur de sel, vous mettez quelques graines de vanille. Bonjour mesdames. Fleur de sel à la vanille, en fin de cuisson sur des coquilles Saint-Jacques. Mesdames, juste sentir une petite merveille. Je vous remercie. Daniel, expliquez-nous en 2 mots ce petit miracle pour faire vivre une plante. C'est un goutte à goutte. Ça s'adapte sur toutes les bouteilles d'eau en plastique, de 1 ml jusqu'à 2 litres, et on va pouvoir régler le débit. Comme ça, on va pouvoir partir en vacances l'esprit tranquille. La bouteille d'eau peut durer aussi bien 6 semaines que 24 heures. Donc si par exemple on a un géranium, on sait que le géranium il fait entre 30 et 60 cm de hauteur, on va mettre la vitesse numéro 3. La bouteille d'eau, on regarde le deuxième tableau, vitesse numéro 3, la bouteille d'eau dure 3-4 semaines pour 2 litres d'eau. Tout simplement. Si on a un agrume citronnier orangé, si le citronnier fait entre 70 et 1,50 m, là on sait qu'il faut mettre la vitesse numéro 7. Vitesse numéro 7, la bouteille d'eau dure 10 jours. C'est pour ça que c'est eu la médaille d'or du concours Lépine. Invention française, fabrication française. Alors c'est un stand qui vend des plantes d'Amérique centrale qui ont la particularité de ne pas pousser dans la terre, mais de pousser naturellement accrochées dans les arbres, accrochées simplement par des petits crochets. Elles vont se nourrir en buvant l'humidité et la pluie par les feuilles, tout en filtrant pour trouver les nutriments dont elles ont besoin. Elles vont filtrer ce qu'il y a dans la pluie pour manger. Ici, c'est tout simplement une plante qui se plaît très bien dans vos intérieurs, à condition simplement de penser régulièrement à vaporiser le feuillage. Si possible à l'eau de pluie. Si vous faites ça, c'est une plante qui va fleurir, celle-ci est en bouton, et qui va se multiplier tout à fait normalement, comme une plante classique. Alors, comment on la peut tenir dans un support Alors, vous pouvez tout bêtement les poser dans des objets. Par exemple, ici dans mon vase, elles sont simplement posées. On peut aussi les coller. Ici, je les ai tout bêtement collées au pistolet à colle ou à la néoprène. Et on peut également simplement... Mais alors elle pousse? Elle continue de pousser sans aucun souci, du moment que vous allez mouiller les feuilles, puisqu'en fait, il n'y a pas de racines. Et on peut aussi juste les pendre, enfin voilà. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, sauf les mettre autant de temps que vous allez les entretenir, puisqu'elles vont se multiplier. Par exemple, si vous choisissez cette espèce, vous la retrouvez juste derrière moi, 5-6 ans plus tard. Donc vous voyez que ça peut durer éternellement si vous faites le bon entretien, qui est juste mouiller le feuillage, de préférence à l'eau de pluie, entre 1 et 2 fois la semaine, suivant la température de la pièce et la saison. Les plantes viennent d'Amérique du Sud, d'Asie aussi? Non, uniquement le continent américain, donc en gros du sud des États-Unis au nord du Chili et les Antilles, vous allez trouver cette famille où il y a à peu près entre 5 et 600 espèces décrites actuellement. Et il n'y a pas de problème de parasites, il n'y a pas de... Alors les parasites tropicaux comme la cochenille, oui, mais c'est le seul, et les parasites qu'on a chez nous les gênent absolument pas puisqu'elles ne les attaquent pas en fait. Eh bien, je vous remercie. Alors tout d'abord, c'est pas l'apiculteur qui fait le miel, ce sont les abeilles. Donc elles vont récolter le nectar dans les fleurs, principalement.
ou alors elles vont récolter le miellat sur certains arbres. Et donc, par leur magie et elles rapportent le nectar à la ruche, elles se le passent de bouche en bouche et elles enlèvent l'humidité qu'il y a dans le nectar, puisque le nectar c'est 80% d'eau, 20% de sucre. Et le miel, c'est l'inverse, c'est 20% d'eau et 80% de sucre. Plus, on va dire, une partie, un pourcentage de 1 à 2%, qui donne tout le bienfait au miel. Derrière moi, j'ai filmé une ruche. Combien vous pouvez estimer qu'il y a d'abeilles? Alors, dans cette ruche d'exposition, qui représente le dixième d'une ruche, il y a entre 2500 et 3000 abeilles. En ce moment, ou en hiver, on va dire qu'il y a à peu près 30 000 abeilles dans la ruche, alors qu'en été, ça peut monter jusqu'à 80 000 abeilles. On parle qu'il y a une maladie sur les abeilles. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est vrai que ça vous fait peur, cette maladie? Alors, qu'il y ait une maladie, alors, il y a plusieurs maladies chez les abeilles. Mais on parlait dernièrement du varroa. Qui tue les abeilles. Non, alors dans les maladies, il y a un certain nombre de maladies des abeilles qui ne sont pas transmissibles à l'homme. La plus ancienne qui était connue et qui a déjà été décrite par Aristote, c'est la loque américaine. Maintenant, on a une maladie qui est la varrose. Donc les abeilles sont piquées par un acarien qui est le varroa, et qui effectivement pique les abeilles, qui les affaiblit et qui est une porte ouverte après à tous les virus et à tous les microbes. Donc nous luttons contre les varrois et l'apiculteur se doit de lutter contre le varroa pour pérenniser ses colonies. La lutte contre cette maladie est difficile. Vous avez trouvé quelque chose? Vous avez des remèdes? Alors, nos chers laboratoires ont trouvé certaines méthodes, ou du moins certains ingrédients pour lutter contre le varroa. La problématique, c'est que ce sont des insecticides. Et donc, faire entrer des insecticides dans une ruche, on ne va pas dire que c'est le top. Donc, toujours est-il qu'il y a toujours des recherches pour essayer de lutter contre le varroa par des méthodes, on va dire, plus propres. Entre autres, il y a d'autres méthodes comme l'acide oxalique, l'acide formique, et il peut y avoir aussi, d'une façon plus naturelle, l'essaimage qui facilite et qui permet de lutter contre le varroa. Par contre, une ruche qui essaime ne produit pas de miel, donc il faut savoir, après, économiquement parlant, l'apiculteur qui vit de ses ruches, si ça essaime, s'il n'y a pas de miel, je vous pose la question, avec quoi va-t-il vivre? La vie d'une ruche, de toutes ces abeilles, c'est combien de temps? Les abeilles, ça dépend. Là, je me réfère un peu à Fernand Reynaud, c'est comme le fût du canon. Les abeilles d'été, elles vivent 60 jours. Alors, quand je parle 60 jours, c'est à partir de la ponte de l'œuf, puisque la reine naît à partir d'un œuf. Donc un œuf devient une larve et puis après une abeille. Ça met 20 jours. L'abeille vit 20 jours à l'intérieur de la ruche pour faire les travaux à l'intérieur de la ruche, pour nourrir le couvain, pour faire la propreté et pour être gardienne. Et ensuite, elle fait 20 jours de butinage à l'extérieur de la ruche, puisque c'est le métier le plus dangereux au niveau des abeilles, et elle arrive en fin de vie. Eh bien... Donc les 20 jours, c'est... Bon, ça c'est imagé, les 3 fois 20 jours. Par contre, l'abeille d'hiver, elle vit 6 mois pour permettre la pérennisation de la colonie. Eh bien... Si vous avez des autres... Le rendez-vous incontournable des amateurs des espaces verts sont venus admirer ces floralies de Bourg-en-Bresse. Et pour en parler, j'ai monsieur Guillot, directeur d'exploitation.
Qu'est-ce que c'est que ces Fleuralies? Alors, les Fleuralies de Bourg, c'est un rendez-vous incontournable. En France, il y a 3 grandes Fleuralies, les Fleuralies de Nantes, les Fleuralies de Dijon et les Fleuralies de Bourg-en-Bresse. Donc c'est un rendez-vous incontournable de par sa qualité notamment, avec des expos florales et des présentations assez extraordinaires. Chaque année, c'est toujours un émerveillement. Alors je dis chaque année, c'est chaque édition, puisque ça n'a pas lieu chaque année, mais tous les 4 ans. Combien de personnes vous sont employées ici, d'abord pour créer, et combien vous avez de stands? Alors nous avons 25 villes présentes. Employés à temps plein dans notre structure, on a 15 employés, mais on a passé 12 000 heures de travail pour préparer ces Fleuralies, tout confondu, c'est-à-dire toutes les villes, tous les services des espaces verts de chacune des villes. J'inclus également dans ces 12 000 heures le service de sécurité que nous devons renforcer avec tout ce que l'on connaît actuellement comme problème de ce côté-là. Les gens font un tournus parce qu'il faut, avec toutes les variétés de fleurs, on en reparlera après, il faut les entretenir. Est-ce qu'il y a le matin, le soir, la nuit? Comment ça se passe? Alors, effectivement, il faut entretenir ces fleurs et pour cela, c'est les services des espaces verts de la ville de Bourg qui sont présents tous les matins dès 5 heures. Eux, ce sont vraiment des spécialistes, donc ils changent les fleurs qui ont besoin d'être changées parce qu'elles ont été... elles ont pris un coup de chaud ou un coup de froid ou un peu trop d'humidité. La pelouse également est entretenue, elle est tondue. Elle est tondue malgré les 10 jours de Fleuralie. Il faut la tondre quand même pendant les 10 jours et puis éventuellement un petit traitement si jamais elle devait prendre un champignon, ce qui peut arriver puisqu'elle est en intérieur et puis une pelouse n'est pas forcément faite pour être en intérieur. Le titre de cette année, qu'est-ce que c'est? C'est éclat d'eau, le thème c'est éclat d'eau. Alors éclat d'eau c'est assez facile à décliner sous plusieurs formes. On peut se rendre compte en arrivant que s'il n'y a pas d'eau, donc à l'extérieur on a voulu représenter différents paysages et on se rend compte s'il n'y a pas d'eau c'est un climat désertique, c'est-à-dire sans eau, aucune végétation ne pousse et au fur et à mesure que l'on avance pour rentrer à l'intérieur des halls, on s'aperçoit que la végétation est de plus en plus luxuriante on va dire. Et puis c'est un feu d'artifice quand on arrive dans le hall. Hors micro, j'ai fait un petit peu des micro-trottoirs. Les gens trouvent super beau, mais il manquerait un peu de fleurs, c'est plutôt de la verdure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a ce petit hic, peut-être, je sais pas. Alors là, chaque ville organise son stand à sa guise. Donc nous n'intervenons pas dans le stand lui-même. Après, il y a des périodes qui sont plus propices aux plantes fleuries et d'autres qui sont un peu moins propices aux plantes fleuries. Auparavant, on faisait ça au mois de novembre. Alors certaines variétés de plantes étaient plus adaptées au mois de novembre. Et puis maintenant, on le fait au mois de septembre pour la première fois. Et donc, ce ne sont pas tout à fait les mêmes plantes. Ça reste juste français, il n'y a pas international. Il n'y a pas de, par exemple, je n'ai pas vu de Thaïlandais, je n'ai pas vu de pays asiatiques ou Amérique du Sud. Alors effectivement, il n'y a pas de... Si, l'Amérique du Sud, en tout cas, il y a le Brésil qui est là par le biais du concours des jeunes apprentis. Il y a 9 pays différents qui sont présents au fond du hall B et c'est un concours des jeunes apprentis paysagistes. On a l'Italie, on a la Belgique, on a la Suisse, non je crois pas, mais on a le Brésil, on a la Pologne je crois. Voilà, donc ces jeunes ont préparé cette manifestation pendant 1 an et pour eux, notamment les Brésiliens, je les ai vus, c'était l'événement de l'année parce que c'était la première fois qu'ils venaient en Europe, donc c'était vraiment un événement pour eux. Et il n'y a pas de concours. Est-ce que à la fin de l'exposition, il y aura un concours, par exemple, la ville ou la plus belle décoration? Non, alors il y en a pour le concours des apprentis, comme son nom l'indique, mais uniquement sur ces 11 stands d'apprentis, on va dire. Par contre, pour les villes elles-mêmes, non, il n'y a pas de concours. Il n'y a pas de concours. Ça dure jusqu'à la fin de la semaine. Vous attendez à peu près combien de personnes? Alors, la dernière édition, on avait fait
86 000 visiteurs, un peu plus de 86 000 visiteurs. Alors, on verra à la fin, hein, puisque là, pour le moment, on est au tout début. Donc, voilà. On a eu la journée du patrimoine hier qui nous a un petit peu concurrencé, puisque les années précédentes, la journée du patrimoine ne tombait pas en même temps. Donc, forcément, les visiteurs se sont un petit peu éparpillés, on va dire, mais sinon, ça fonctionne très bien. Oui. Alors, ça sera ma dernière question pour l'organisateur que vous êtes, pour le technicien. Quel est le massif, le stand le plus beau pour vous? Pour moi, je ne voudrais pas vexer les autres villes, mais je trouve que la ville de Mâcon a eu un stand particulièrement réussi, ainsi que d'Yvonne-les-Bains. Il y a un stand qui m'a impressionné, c'est le stand avec les bouteilles. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Oui, mais chacun s'apprécie à sa juste valeur, hein. Pour certains, ça sera Mâcon, pour d'autres, ça sera Divonne, et pour d'autres, ça sera Bourg-en-Bresse ou Châtillon-sur-Chalaronne. Donc, effectivement, chacun apprécie les stands de manière différente, on va dire. Eh bien,